La question de la justice internationale requiert un certain degré de cohésion, d'intégration, de culture commune. Et donc, parler de l'Afrique en général sera plus délicat. Donc, je parlerai de l'Afrique de l'Ouest parce qu'en Afrique, l'Afrique de l'Ouest offre le système intégré le plus avancé. Une situation ou deux situations qui me paraissent montrer la voie, donner de l'espoir aujourd'hui, c'est à la fois la situation de Hissène Habré, le cas de Hissène Habré, et les développements actuels autour du Libéria. Pour Hissène Habré, après de nombreuses années, on a réussi à organiser un procès dans le pays qui ne voulait pas organiser ce procès, où un juge courageux a pu dire que le Sénégal avait compétence. Avec l'Union africaine, il a fallu un accord, le procès a eu lieu effectivement, et le jugement a été rendu. Et c'est une grande fierté parce qu'on aurait douté de la possibilité d'arriver à ce résultat un jour. La deuxième situation dont je parlais, c'est le Libéria. Il y a eu une guerre au Libéria avec beaucoup de victimes et aucune procédure judiciaire n'a pu être engagée pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Aujourd'hui, une ONG, Civitas Maxima, a décidé d'en faire son cheval de bataille et a réussi à faire arrêter des personnes impliquées dans les crimes survenus au Libéria dans différents pays. En France, en Belgique, en Suisse, en Finlande, aux États-Unis, et j'en passe. Et certaines de ces procédures-là ont déjà abouti, notamment aux États-Unis où je résidais, à Philadelphie. Jungle Jabba a été condamné à plus de 30 ans de prison pour une violation, une fraude à l'immigration. Il est clair que si les États-Unis n'ont pas voulu le juger pour les crimes qu'il a commis, ces crimes-là ont été pris en compte pour déterminer la peine à lui imposer. Donc voilà deux développements qui me paraissent prometteurs plutôt. Et de ces deux développements, il y a une chose en commun que je note, c'est la volonté des victimes d'amener le système à son aboutissement. C'est la volonté des victimes et la persistance des victimes de mener les personnes responsables de leur souffrance devant la justice et d'obtenir gain de cause. Dans notre système africain, malheureusement, la volonté politique est difficile à obtenir. Et il n'y a que cette volonté des victimes qui a pu pousser les États, dans le cas de Hissène Habré, à mettre en place un système qui a permis de poursuivre Hissène Habré. Sans cette volonté, je doute qu'on puisse avoir une justice internationale ou une poursuite des personnes impliquées dans des crimes internationaux. L'Union africaine a adopté en 2014 un protocole, le protocole de Malabo, où il est décidé que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aura une compétence étendue aux questions pénales. D'abord, ce protocole a une origine éminemment politique. Il est né de la volonté des États d'offrir une alternative à la Cour pénale internationale face aux critiques qu'ils faisaient de cette Cour pénale internationale, critiques non fondées, et le protocole est né. Mais ce protocole ne correspond à aucune volonté réelle d'opérationnalisation. Les États ont mis en place un protocole pour exprimer leur volonté de produire une alternative, mais n'ont aucune intention de rendre cette alternative réelle, effective. Résultat, aujourd'hui, 5 ans, 6 ans après que le protocole a été adopté, il n'y a pas eu de ratification, sinon une ou deux maximum. Et mieux, il n'y a pas eu suffisamment de signatures. Ça veut dire que les États eux-mêmes qui ont adopté ce protocole n'y croient pas. L'adoption du protocole est une expression politique momentanée qui ne correspond à aucune réalité à long terme. Est-ce que le protocole va entrer en vigueur? Je n'en sais rien. Je n'ai pas une boule de cristal,
Si le protocole entre en vigueur, il nous revient, acteurs des droits de l'homme sur le continent, de faire fonctionner la Cour et de s'assurer que cette Cour nous rende justice. La Cour africaine souffre de beaucoup de critiques, aussi bien de la société civile, des citoyens, que des États eux-mêmes. Donc, il est clair que quand elle aura cette compétence pénale, il y aura encore des difficultés. L'une des difficultés majeures qui me font douter que ce protocole jamais voit le jour, c'est le coût que cela implique. La justice pénale internationale a un coût extraordinaire. Vu le fonctionnement des institutions africaines, je doute que les États africains puissent se permettre de subventionner, de payer pour une Cour africaine à compétence pénale. Aujourd'hui, la Cour est financée avec une bonne partie de fonds venant de l'extérieur et je me demande si les acteurs extérieurs qui financent cette justice, qui financent aussi la Cour pénale internationale aujourd'hui, voudraient financer un mécanisme parallèle qui ne sert que l'intérêt de dirigeants africains qui veulent offrir une alternative. En clair, ce protocole de Malabo n'a peut-être pas d'avenir, mais si jamais il se réalisait, il se concrétisait, il faut l'utiliser et donner vie. En Afrique de l'Ouest, il y a un avantage, c'est que le degré d'intégration comprend une dimension judiciaire. La Cour commune de justice de la CEDEAO est une juridiction bien établie, malgré les critiques des États, de quelques États, et récemment, le Bénin a émis de grandes réserves vis-à-vis de cette Cour, notamment pour les questions de droits de l'homme. Cette Cour a une compétence en matière de droits de l'homme et a rendu des décisions qui font plaisir aujourd'hui. Je veux parler de la décision Koraou contre le Niger, mais plus récemment, la décision contre le Nigeria, où la Cour a mis en œuvre pour la première fois le protocole à la Charte africaine sur les droits des femmes. Donc, il y a une Cour en Afrique de l'Ouest qui a connu une évolution, un développement fructueux. Et cette Cour, éventuellement, pourrait avoir une compétence pénale. Mais encore une fois, cette compétence pénale ne risque pas d'arriver parce que la volonté des États, la volonté des dirigeants politiques n'est pas ce qui fait fonctionner la justice en Afrique pour les crimes internationaux. C'est la volonté des victimes de voir les personnes responsables des violences dont ils ont été victimes qui amène la réalisation de cette justice internationale. Donc, la CEDEAO est une option, la Cour de la CEDEAO est une option, mais il n'est pas sûr que cette option se réalise, sauf si les victimes poussent en ce sens. Les développements récents liés au Libéria et à la Gambie pour une juridiction hybride présentent un intérêt parce que, il faut le reconnaître, la justice nationale aura du mal à connaître de ces crimes internationaux. Car la plupart des crimes qui ont été commis par les dirigeants, mais avec un grand nombre de citoyens complices dans le fonctionnement de ces régimes autoritaires abusifs. Autrement dit, si la justice nationale doit s'en occuper, il faut se poser la question de l'effectivité, puisque des personnes qui participeraient à cette justice nationale pourraient avoir joué un rôle dans la perpétration des crimes, de près ou de loin. Cela rend la justice nationale délicate, difficile à réaliser, ce qu'on en attend. La justice hybride présente l'avantage que la justice nationale va fonctionner avec une implication d'acteurs internationaux, y compris des juges, des procureurs, des avocats. Et donc, on aura des acteurs qui n'ont pas participé à la perpétration des crimes, ni de près ni de loin, qui participeront au système judiciaire, et c'est un gros avantage. L'inconvénient ou le côté faible de ces initiatives, c'est le financement qui va payer pour cette justice internationale. L'Afrique, les États africains ne mettent pas la main à la poche pour financer ces opérations. Elles sont financées essentiellement par l'extérieur et donc, il est difficile d'imaginer que cela se réalise sans un soutien extérieur fort. Donc, pour me résumer,
l'Afrique de l'Ouest offre des perspectives intéressantes, a des options qui paraissent prometteuses avec la Cour commune de justice de la CEDEAO, avec le degré d'intégration qu'on connaît, avec la compétence en matière de droits de l'homme, mais seule la volonté des victimes a permis aujourd'hui de poursuivre les crimes internationaux, que ce soit au Libéria, que ce soit en Gambie. Aujourd'hui, un des tueurs sous le régime de Jammeh a été arrêté aux États-Unis et pourrait être poursuivi. Ces développements Hissène Habré n'ont pu se réaliser que par la volonté des victimes. Et ce pourquoi les victimes vont pousser, c'est ce qu'on va réaliser. La combinaison entre la justice nationale, la justice internationale et au milieu la justice hybride est une combinaison intéressante. Intéressante parce qu'elle offre une panoplie de mécanismes, de voies de recours pour les victimes. Mais tout dépendra des circonstances de chaque affaire, de chaque crise. Parfois, de rares fois, la justice nationale pourrait être capable de mener la bataille. En Afrique du Sud, par exemple, après l'apartheid, la justice nationale a pu réaliser quelque chose. Ce n'est pas parfait, mais elle a pu réaliser quelque chose. La justice hybride constitue une solution à mi-chemin de non-internationalisation complète qui permet d'impliquer la société victime de la crise, victime des crimes. La justice internationale reste une option et restera une option importante quand la justice nationale échoue. Aujourd'hui, dans l'affaire du Nigeria, dans la situation du Nigeria avec Boko Haram, c'est ce que la dernière décision du procureur 2-3 jours plus tôt nous dit. Tous les efforts pour amener le gouvernement nigérien à poursuivre les crimes qui sont commis ont été vains. Quelle option il reste? La justice internationale. Donc ces trois niveaux vont fonctionner un peu en complémentarité, en subsidiarité. Si la justice nationale ne peut pas réaliser, la justice hybride peut accompagner. À défaut d'une justice hybride, la justice internationale devrait faire son affaire. Et je pense qu'il ne faut pas exclure l'un des niveaux dans ce système parce que les circonstances peuvent rendre l'un ou l'autre des niveaux plus appropriés que les autres. Merci beaucoup.